Bonjour, midi King, 12h en temps universel, le midi d'e-radio, Mahmoud Ibrakan au micro. Voici les titres de l'actualité. Détournement à l'agence de la BHS de Matam, 100 millions puisés des comptes des clients, le chef d'agence principal suspect. 9 personnes seront entendues par le procureur. Tension de trésorerie au Sénégal, l'option du gouvernement très critiquée par des économistes. Ils sont convaincus que le panier de la ménagère sera rattrapé tôt ou tard par la vérité des prix. Ils estiment que le choix est plus motivé par des raisons électoralistes que par la logique économique. Dans l'actualité judiciaire, le renvoi au 16 janvier prochain du procès en appel de Barthélémy Diaz. Le maire de Mermoz n'a pas comparu ce matin faute de convocation selon son avocat. Journée mondiale du diabète, un taux de prévalence nationale de 3,4%. La maladie est plus citadine que rurale. Portrait dans ce midi d'un diabétique. Cheikh Ndiaye, ancien militaire, il lutte contre le diabète depuis 3 ans. Et puis e-sport découverte, le Maracana. Si vous pensez au stade mythique du Brésil de Pelé, vous n'y êtes pas. Le Maracana Football, une discipline inventée par nos cousins ivoiriens. Elle commence à faire le tour du continent et du monde. Bienvenue sur e-radio. Chantier de Diamniadio d'abord aux alentours du siège de l'Aprosi, un ouvrier dans un état critique. L'homme aurait été électrocuté. Certains parlent d'une crise d'épilepsie. Les responsables du chantier s'activent autour de son évacuation pour une prise en charge d'urgence. e-radio, les infos d'ici et d'ailleurs. On pourrait parler de casse du siècle à Matam, 100 millions de francs CFA puisés des caisses de la Banque de l'Habitat du Sénégal avec la complicité présumée du chef de l'agence locale. La BHS a elle-même révélé le vol suite à une enquête menée en interne. 9 suspects vont devoir défiler devant le procureur matamois. Une affaire rocambolesque qui n'est pas une première dans les banques sénégalaises. Alassane Samba Diop. Ousseynou Kane doit faire face au procureur aujourd'hui. Le chef de l'agence de la BHS de Matam avait fait l'objet d'un retour au parquet. Il est accusé d'avoir fait 198 virements frauduleux. La somme avoisinerait à plus de 100 millions de francs CFA. Tout est parti d'une enquête interne initiée par la direction du contrôle permanent et de la conformité de la banque. C'est la suite à des opérations sans support physique, c'est-à-dire sans justificatif. 3 comptes ont été alimenté par le patron de la zone de Matam et chef d'agence. L'enquête en interne avec vidéo à l'appui a confondu les caissiers. Ils prenaient de l'argent dans des comptes sans la présence des clients. 9 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Ce détournement à la BHS de Matam s'ajoute à d'autres qui alimentent souvent la chronique judiciaire. La SGBS avait subi un détournement de plus de 400 millions de francs CFA il y a quelques années. Le détourneur court toujours. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Pour le moment, il est introuvable. Dans une toute autre affaire, Ndiaga Diouf, du nom du nervi tué par balle en décembre 2011, le procès en appel de Barthélémy Diaz et compagnie n'a pas pu se tenir ce mercredi. La Cour d'appel a pris la décision de renvoyer le jugement au 16 janvier 2019. Le maire de Mermoz ne s'est pas présenté devant le juge au motif qu'il n'a pas reçu sa convocation. Explication de son avocat très confiant quant à l'issue de cette affaire, Maître Mbaïsen. La défense est plus que jamais confiante quand on fait que notre client est innocent et que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas constituées en droit. Pourquoi il a été condamné en première instance au mois d'avril de cette année? Il a été condamné pour discrédit jeté contre une décision de justice. Il a été condamné pour provocation non armée, en autrement non armée et non suivie des faits. Nous estimons que ces 2 infractions ne devraient pas être confirmées par la Cour d'appel parce que, comme chacun le sait, lorsque le discrédit jeté contre une décision de justice est réalisé par un moyen de diffusion publique, son auteur doit être poursuivi comme un complice et c'est l'organe de presse par lequel
ce discrédit a été fait qui doit être l'auteur principal. Or, ici, comme vous l'avez tous observé, M. Barthélémy Diaz est seul à comparaître et il comparaît en tant qu'auteur principal. Or, en droit, il ne peut pas être l'auteur principal, il ne peut être qu'un complice. Et si l'auteur principal n'est pas poursuivi, on ne doit pas pouvoir poursuivre le complice. L'avocat de Barthélémy Diaz, propos recueillis par Aliou Diouf. Tension de trésorerie, l'argentier de l'État reconnaît l'existence de difficultés. Les dépenses sociales et le renchérissement des prix du baril de pétrole ont été au centre des explications fournies hier par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, mais une situation voulue et non subie, pour résumer le propos du ministre Amadou Ba. Logique économique intelligente versus année sociale, laquelle des deux finira par rendre les armes? Deux économistes interrogés par e-radio livrent leurs convictions. Antoine Diouf. La mesure est certes sociale, mais elle ne peut pas prospérer au regard d'une certaine logique économique. Pour Doudou Ndiaye, chercheur en économie et enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'État-providence a des limites. L'État du Sénégal et les autorités en charge de l'économie doivent de plus en plus amener les Sénégalais à vivre la réalité économique. Je pense que ces situations d'État-providence ne peuvent pas continuer à prospérer et permettre à ce pays d'aller vers l'émergence et le développement. Il faudrait tout simplement que le Sénégal ait au moins l'autre secteur économique qui se développe, que ce soit le tourisme, bien la pêche ou bien d'autres, qui puissent créer surproduction à partir desquelles on pourrait compenser, comme vous avez dit, ce gap qu'on connaît avec l'augmentation du prix du pétrole. Sans ça, l'État va tout simplement enfoncer le clou. Le professeur d'économie Mbaye Aou, qui parle d'anticipation adaptative, ne dit pas le contraire. D'après lui, l'État ne pourra pas continuer à tout supporter. C'est dans la logique des anticipations adaptatives et des anticipations rationnelles. Si un État parvient à soutenir de par les subventions le prix à la pompe, tout dépend aussi des prix internationaux. Et l'État ayant d'autres postes de dépenses ne pourra pas supporter. Normalement, l'État devrait, dans les conditions normales, rabattre l'augmentation des prix de l'essence et du gasoil, devrait être normalement augmenté pour éviter de toucher les autres parties de l'économie. Dire aux populations ce qu'il en est, mais aussi appliquer la vérité des prix. On y arrivera forcément. Doudou Ndiaye. Donc l'État n'a qu'à dire la réalité économique, comment ça se passe, et qu'on puisse le supporter, que tous les Sénégalais puissent le supporter. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'un seul financier dans un pays, ce sont les citoyens. Il faudrait qu'on trouve des solutions, et les solutions, on ne trouvera qu'à partir des populations, qu'à partir des citoyens qui vont supporter. Maintenant, vouloir supporter ça pour eux, tôt ou tard demain, ça va être plus lourd et ça va être plus difficile. Tôt ou tard, qu'on ne le veuille pas, cette vérité des prix sera répercutée d'une manière ou d'une autre sur les populations. Parce que ce sont eux qui bénéficient des biens et services de l'État et des biens et services du secteur privé. Nos deux économistes expliquent cette situation actuelle et la logique de l'État par des visées électoralistes, histoire de ne pas prendre de mesures impopulaires en augmentant les prix à quelques petits mois de l'élection présidentielle. 2018, justement une année sociale, l'option du gouvernement soumise au ressenti de la population. Un reportage sur le quotidien des Sénégalais que signe Awadjo. Ça n'a rien changé à ma situation ni à mon standing. Il n'est pas le seul à voir la vie en 2018 sous cet angle. Comme lui, pour ce citoyen sénégalais s'exprimant sous l'anonymat, même si des mesures sociales ont été prises, la vie reste toujours chère. C'est comme si rien n'a été fait. Je prends l'exemple d'abord l'État a pris ses mesures, mais jusqu'à présent, là, on ne sent pas. Comme s'il n'y avait pas de mesures. Pour Madame Diaye, une mère de famille, l'année 2018 a été néanmoins plus stable côté social pour elle. Tout n'est pas mauvais. Le président Macky Sall a posé beaucoup d'actes positifs. Cependant, force est de constater que la vie est chère et que les temps sont durs. Mais je m'en sors. Père de famille actuellement à la retraite, ce sexagénaire pointe du doigt le manque de suivi des mesures. Selon lui, cela reste le véritable obstacle à l'allègement du coût de la vie. Il faut que l'État puisse mettre des garde-fous et dire, voilà, j'ai mis ça, il faudrait que
tout le monde adhère à ça. Parce que côté santé, c'est pas ça. Les gens meurent et on doit les prendre en charge, mais dès qu'ils arrivent, il n'y a pas d'argent, on ne te prend pas. En septembre 2017, le président Macky Sall avait décrété 2018 année sociale, invitant son gouvernement à lui soumettre un programme d'urgence dans ce sens. Malgré les mesures issues de cette décision, de nombreux Sénégalais souhaitent avoir accès aux services sanitaires de qualité à moindre coût. Il suggère également à l'État de revoir la mesure concernant la baisse du coût du loyer. Midi 10, vous écoutez iRadio. L'info en continu sur www.imedia.sn. Ce 14 novembre, une vedette très particulière, le diabète. Aujourd'hui, la journée mondiale dédiée à la maladie qui ronge bien des gens. Mais problème, peu de Sénégalais font le dépistage alors que l'exercice est indispensable, soit pour détecter le diabète, soit pour bien vivre avec. Un reportage de Migui Maram Ndiaye. Avec ses dreadlocks qui lui tombent sur les oreilles, notre interlocuteur, croisé dans les rues sablonneuses de Guédiawaye, nous parle de la maladie du diabète. Je connais bien le diabète. C'est une maladie dangereuse causée par un excès de sucre, de riz, de manioc qui touche beaucoup de jeunes. Une maladie connue que de nom pour certains. Cette dame, trouvée dans sa boutique, se confie. Si tu consommes trop de sucre, tu peux avoir le diabète. Des fois, je fais ce contrôle, mais c'est très rare. Elle connaît les conséquences, c'est pourquoi elle s'est dépistée. J'ai fait le dépistage du diabète une seule fois. Ce coiffeur n'a pas cette habitude. Il est son propre médecin. Je contrôle ce que je mange, ça suffit. Et je fais du sport. Quant à l'homme aux dreadlocks, il reconnaît que le test du diabète est nécessaire. Il donne une leçon même s'il ne l'a pas encore fait. Je me sens bien actuellement, mais je le ferai quand même. Et je conseille aux jeunes de le faire. La mort n'avertit pas. Nos interlocuteurs invitent les autorités à renforcer la sensibilisation, la solution la plus efficace selon eux pour freiner cette maladie. Le diabète, une maladie urbaine, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur un taux de prévalence de 3,4% au plan national, le nombre de personnes atteintes vivent plus en ville qu'en campagne. Adama Anouchkaba. Le diabète est une maladie chronique qui ne guérit pas, mais que l'on peut traiter et contrôler. Explication du docteur Serigne Falilou Samb, médecin généraliste. Le diabète est dû essentiellement à l'absence ou à un défaut d'utilisation de l'insuline. On distingue plusieurs types de diabète. On a le prédiabète, le diabète de type 1 ou diabète juvénile, le diabète de type 2, le diabète gestationnel qu'on rencontre chez les femmes enceintes. S'il n'est pas bien suivi et traité, le diabète peut déclencher d'autres problèmes de santé plus graves. Et les autres types de diabète. On peut avoir des complications oculaires, des complications rénales, des complications nerveuses, cardiaques ou vasculaires. Au Sénégal, la maladie touche aussi bien les adultes que les jeunes. Le taux de prévalence est estimé à 3,4% selon Dr Serigne Falilou Samb, qui souligne que c'est une maladie que l'on retrouve plus en ville qu'en région. Mais ce taux peut varier selon les classes d'âge. Entre 45 et 59 ans, ce taux est de 7,9%. Entre 60 et 69 ans, ce taux est de 11,2%. Et le diabète prédomine plus en ville qu'en campagne. En ville, on a un taux de 4,5%. Alors qu'en campagne, ce taux passe à 2,3%. Dr Samb rappelle quelques bonnes pratiques pour éviter le diabète, surveiller son alimentation, c'est-à-dire manger sainement et équilibré, et ne pas oublier de faire du sport. Suivez bien donc votre alimentation ou surveillez-la. Le diabète peut s'y cacher. Docteur Grace Ezan, nutritionniste, pour les conseils pratiques. On peut donner l'exemple des légumes comme la tomate, les salades. On peut prendre les viandes également, pas trop de gras, des œufs. On peut prendre beaucoup de poissons également, c'est très conseillé. Mais comme fruits également, on peut manger les oranges, les pamplemousses, les mandarines, les framboises, la fraise également. C'est des fruits vraiment très importants pour la santé. Tout ce qui est farine, comme les fast-foods, les hamburgers, les boissons
boissons gazeuses, la soda, les jus trop sucrés, les jus de conserve, c'est à éviter. Les fruits également secs sont à éviter, les gâteaux, les cakes, parce que c'est tous à base de farine et la farine c'est un complexe glucidique. Il faut faire du sport, il faut avoir l'habitude de faire un sport assez régulier pour éviter la sédentarité. Le portrait d'un diabétique pour être complet sur ce dossier, Cheikh Ndiaye, un ancien militaire, guerrois depuis des années contre l'ennemi invisible. Le soldat faiblit mais ne rompt pas. Cheikh Ndiaye n'occulte pas dans son combat la dimension divine. Cheikh Ndiaye, l'histoire d'un soldat face au diabète racontée par Amagor Robernian. Je mangeais très bien. Boissons, mangue et autres aliments sucrés. J'en raffolais. J'achetais beaucoup de mangue à chaque fois que je revenais de mon travail. C'est avec un sourire et des éclats de rire par moment que Cheikh Ndiaye rappelle son régime d'avant. En 2015, hospitalisé en soins intensifs alors qu'il avait 57 ans, sa jambe était gravement affectée. La seule solution, l'amputer. Lorsque j'ai su que j'avais le diabète, c'était trop tard. Un jour, j'étais parti faire du sport. À mon retour, j'avais une infection au pied gauche et par la suite, je suis parti à l'hôpital. Une fois sur place, les médecins ont vu que mon taux de sucre était trop élevé. Plus de 3 grammes de sucre, vous imaginez ? Ils ont tout fait, mais c'était trop tard pour éviter le pire. La solution était de l'amputer. Au terme de ce combat, il lui reste juste assez de sa jambe gauche pour y fixer une prothèse. Toutefois, Cheikh garde sa foi. Pour quelqu'un qui a vu une vie normale à côté de sa famille et un beau jour, tu découvres que tu es diabétique et qu'on doit procéder à l'amputation d'une de tes jambes, il faut être un fervent croyant pour l'accepter. Pour préserver sa santé précaire, Cheikh suit un régime particulier. À midi, je prends le déjeuner mais en respectant le régime prescrit. C'est 7 cuillères, ni plus ni moins. J'ai complètement arrêté de consommer de la boisson. Maintenant, je n'utilise que le sucre diabétique. Malgré son handicap, Cheikh essaye de mener une vie normale. L'ancien militaire est aujourd'hui sur le pied de guerre pour surmonter cette épreuve. Ses armes, une béquille et sa foi en Dieu. Parce que Dieu est notre créateur. Nous allons le rejoindre au ciel et donc, dans ces genres de situations, on se remet à lui. Et puis, l'électricité sera suffisante à Tivavone en cette période de Gamou, une affirmation du directeur de la Sénélec, Mohamedou Makhtar Cissé, en visite à l'instant à Tivavone. Nous y reviendrons. L'actualité internationale sur e-Radio. Bonjour, Bokar Alfakan. Bonjour, Mamoudou. Israël, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, annonce sa démission suite au cessez-le-feu à Gaza. Oui, le ministre israélien de la Défense a annoncé sa démission du gouvernement suite à un désaccord profond concernant le cessez-le-feu à Gaza. Il a estimé devant la presse que l'accord de trêve était une capitulation devant le terrorisme. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. En RDC, l'ONU souhaite sécuriser le scrutin du 23 décembre. Oui, alors que l'opposition se déchire sur le fameux accord de Genève, la communauté internationale est plus préoccupée par le processus électoral avec des bandes armées qui sévissent dans le pays, de même qu'une épidémie d'Ebola qu'on n'arrive pas à endiguer. Plus de détails avec Aminata Ndong. L'ONU souhaite contribuer à garantir la crédibilité de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Le chef de la mission des Nations Unies en RDC, MONUSCO, est intervenu hier devant le Conseil de sécurité pour présenter les enjeux de la sécurisation du processus électoral. Leila Zerougui, représentante spéciale à la tête de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Notre objectif collectif doit maintenant être de garantir la crédibilité du processus. Il est primordial que les candidats aient un accès égal à l'espace politique pendant la campagne électorale et que les restrictions concernant les manifestations pacifiques soient systématiquement levées dans tous les pays. Les groupes armés qui sévissent dans certaines régions constituent aussi un problème pour l'organisation de l'élection. Leila Zerougui invite le gouvernement à prendre des mesures pour assurer la sécurité des électeurs. La violence dans les groupes armés dans ces provinces clés
pourrait affecter le déploiement sécurisé du matériel électoral et empêcher certaines parties de la population à voter le jour du scrutin, ce qui aurait un impact sur l'inclusivité du processus. Il sera particulièrement important que le gouvernement prenne des mesures dans les prochaines semaines pour organiser les scrutins, notamment pour assurer la participation des femmes, qui représentent 50% des électeurs inscrits. 50% of registered voters. L'épidémie d'Ebola qui sévit aussi dans le pays est une sérieuse menace pour le processus électoral, mais l'ONU et l'OMS sont déjà à pied d'œuvre pour contenir la maladie et permettre aux populations d'accomplir sereinement leurs devoirs. En Somalie aussi, on prépare les élections présidentielles. Oui, Mamoudou, un pays dont on parle très peu, sauf quand il y a des attentats. Donc, en prévision de la prochaine élection présidentielle dans le sud-ouest de l'État somalien, un haut responsable des Nations Unies a appelé aujourd'hui toutes les parties prenantes au scrutin à se conformer aux règles établies pour le scrutin afin de promouvoir un vote libre, juste et transparent à l'Assemblée régionale de l'État. Lors de son séjour à Baidoa, Resdon Zenenga, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU pour la Somalie, a rencontré de hauts responsables des gouvernements fédéraux et des États, ainsi qu'une douzaine de candidats à la présidence. Voici son constat. Un certain nombre de problèmes sont apparus au cours des 3 dernières semaines et il convient de les traiter. Notre message à cet égard est qu'ils devraient être traités par le dialogue, par des consultations et par consensus. Ce sont des questions relatives aux liées à la date, à la reconstitution du comité électoral et nous sommes heureux que le président par intérim, qui est également le président, consulte le comment résoudre ces problèmes. How to resolve these issues. Voilà, Mamoudou, ce qu'on pouvait dire sur l'actualité internationale aujourd'hui. Merci, Bokar Al-Fakan. Le journal des sports de e-Radio. Lui est toujours en retard. Seydina Abagé, bonjour. Bonjour Mamoudou. Taekwondo, les Lions bloqués à Hong Kong à 24 heures du tirage des 11e championnats du monde. Faute de visa d'entrée à Taïwan, l'équipe nationale du Sénégal est retenue à l'aéroport de Hong Kong. Pour des raisons encore inconnues, le plan de vol initial aurait été modifié. Les Lions, qui ont quitté Dakar dimanche, devaient faire une escale de 24 heures à Dubaï avant de rejoindre Taipei afin d'avoir 2 jours de récupération avant le début des compétitions. Mais à 24 heures du tournoi mondial, ils sont toujours bloqués à Hong Kong. Nous continuons toujours dans cette actualité sportive pour parler des problèmes sécuritaires aux abords de l'arène nationale. Quelques mois après sa construction, l'arène nationale pose problème. Les riverains vivent dans la psychose de la recrudescence des agressions. Les malfrats auraient installé leur quartier général aux abords du Technopole. Les habitants interpellent ainsi les autorités pour la construction d'un poste de santé avant l'ouverture de l'arène. Nous écoutons un reportage de Boudal Ndiaye. Si vous passez sur la corniche de Pékin, à côté du Technopole, vous ne pouvez pas ne pas jeter un coup d'œil sur le complexe de l'arène nationale. D'ailleurs, le Technopole est devenu le lieu de prédilection des jeunes. Le Technopole est devenu également le refuge des malfrats, nous raconte Momodou Viendiaï, habitant aux alentours de l'arène nationale. Il y a beaucoup d'agressions par rapport à la construction de l'arène qui nous cause d'énormes problèmes. Les personnes qui vaquaient à leur occupation n'arrivent plus à passer là-bas parce qu'il y a des malfrats qui résident là-bas aux alentours. Et d'ailleurs, il y a environ 2 mois, un corps sans vie a été retrouvé juste à côté de l'arène nationale dans les eaux du Technopole. Et nous avons constaté un jour qu'il y a eu un mort qu'on avait tué et laissé dans les maraîchages. C'était quand? Il y a de cela 2 mois. Pour Malik Sow, cette recrudescence de la violence dans cette zone est liée à plusieurs facteurs. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'éclairage, il y a des maisons déjà qui sont abandonnées parce que tout simplement ceux qui occupaient ces demeures-là sont en train de déguerpir ces lieux. Malik Sow en profite pour appeler l'État à respecter ses engagements pris lors de l'inauguration de l'arène nationale. Ce qu'il faut faire, c'est de demander à l'État de respecter ses engagements. L'engagement n'est rien d'autre que cette infrastructure qui est bien accueillie par les populations de la banlieue devrait être accompagnée par la construction d'un poste de police, l'éclairage aux alentours de l'arène nationale, mais également un camp de sapeurs-pompiers. Les habitants de Darou Khoudous, riverains de l'arène nationale, demandent aux autorités
conseillé de penser à leur sécurité avant l'ouverture de la prochaine saison de lutte. Boudal Ndiaye, banlieue dakaroise, iRadio. Le sport à Tivaouane, on n'en parle pas souvent, surtout en cette période de Gamou. Tivaouane, une ville religieuse mais également sportive. Des jeunes s'adonnent de plus en plus au basketball, un sport aimé de tous qui vit des difficultés. Notre envoyé spécial, Mohamed Kandji, s'est rendu au terrain de basket de Tivaouane. 17h à Tivaouane. Après la prière d'As, des jeunes se donnent rendez-vous au terrain de basket. Ils sont plus d'une vingtaine, garçons et filles, vêtus de maillots de couleur bleu et jaune, se donnent à fond dans les entraînements. Le basket attire de plus en plus les jeunes de Tivaouane. Matar Diakhaté, entraîneur de Tivaouane Basket Club. Ici, on a la passion du basket. Les jeunes, ils s'intéressent beaucoup. Parce que malgré les moyens, ils viennent toujours. Ils viennent le moins. C'est ça qui m'oblige à rester ici, à continuer à le faire apprendre le basket. Élève en classe de terminale au lycée Serigne Babacar Sy, Awa Thiam ne rate jamais ses entraînements malgré son emploi du temps très chargé. Grande de taille, la jeune fille est une férue de la balle orange. Depuis que j'étais petite, j'ai rêvé de faire du basketball. J'ai aussi mes idoles qui sont à l'équipe nationale. C'est eux qui m'ont vraiment poussé à faire le basketball. En ce moment, je suis Elière Douar. Mandiaye Sey est inscrit au Tivaouane Basket Club. Son seul objectif, devenir basketteur professionnel. Mes camarades, je les voyais jouer et ça m'a passionné. Depuis lors, j'ai commencé. Je veux devenir basketteur professionnel. Toutefois, le Tivaouane Basket Club rencontre certaines difficultés selon Matar Diakhaté. Commençons par le terrain de basketball. Vous voyez l'État comment ça. Bon, on n'y peut rien. C'est ça qui fait que nos matériels là ne durent pas. Parce que le ballon, ça fait presque un mois. Après, ça casse. On n'y peut rien. Même nos chaussures là, ça ne peut pas durer ici. Ce sport, tant aimé par les jeunes, peine à se développer dans cette cité religieuse. Le manque de moyens fait que le club n'arrive pas à faire des performances dans les championnats nationaux. Les amateurs de la balle orange sollicitent les autorités pour hisser leur équipe dans le haut niveau. Mohamed Kandji, Tivaouane pour iRadio. Ces jeunes sont entraînés par un autre jeune, Matar Diakhaté. Il est le meneur au Tivaouane Basket Club. Matar a tout laissé tomber pour se donner entièrement à son sport. Un rêve de devenir professionnel qui tarde à se réaliser, mais Matar compte quand même faire de ses élèves des professionnels. Son portrait, c'est toujours avec Mohamed Kandji à Tivaouane. N'a ni la taille de Michael Jordan, ni d'ailleurs la force de LeBron James. Mais Matar Diakhaté a su impressionner tous les amateurs de la balle orange grâce à un talent inégalé. Né en 1991 à Tivaouane, ce jeune homme de taille moyenne s'est très tôt adonné à son sport favori. Bon, j'ai commencé à jouer au basket depuis 2007. 2010, ça fait presque 11 ans. À bas âge, il a côtoyé les anciens basketteurs de la localité. Grâce à son courage et sa passion pour ce sport, il est vite devenu le chouchou de ses aînés. Bon, j'ai débuté ici à Tivaouane avec un coach qui s'appelle Birima Ndiaye. Donc c'est lui qui m'a initié. Après, 5 mois après, il est parti à Dakar. Donc j'étais obligé aussi moi aussi d'aller à Dakar pour aussi continuer à jouer au basket. C'est coach William qui m'a aidé à continuer mon basket. Coach Élisée aussi à Asfa. Meneur de Tivaouane Basket Club, Matar a tout donné au basketball. Il sera obligé de quitter l'école pour se consacrer à ses entraînements. Une chose qu'il regrette en ce moment, mais essaye de se rattraper avec ses élèves au Tivaouane Basket Club. Pour l'instant, j'ai arrêté les études. Quelque chose que je regrette beaucoup. C'est ça qui me pousse à pousser les boys à s'accrocher aux études. Parce que vraiment, je le regrette. Du haut de son 1m80, Matar vise loin. Son seul souhait, aider les jeunes à devenir des professionnels. Devenir entraîneur est bon. Que tu es ce que les autres équipes ont. Comme par exemple Gogusien, pourquoi pas un international ici. C'est ça que je veux. Sans emploi pour le moment, le quotidien de Matar consiste à se rendre tous les jours au terrain de basket pour partager son expérience avec ses jeunes frères et sœurs, tout en les exhortant à travailler dur aussi bien sur le terrain qu'à l'école. Mohamed Kandji, Tivaouane pour iRadio. C'est tout pour l'actualité sportive, Mamoudou. Le reste, c'est sur immedia.sn. Et nous restons avec vous, Seydina Abagay, avec e-sport découverte, le Maracana. Ne pensez pas au stade mythique de Rio de Janeiro au Brésil. Nous parlons plutôt du Maracana Football, une discipline sportive créée par nos cousins ivoiriens. Un sport qui commence à faire le tour du monde. Seydina Abagay.
Bienvenue dans le deuxième numéro de votre rubrique e-sport découverte. Comme annoncé, aujourd'hui nous partons à la rencontre d'un genre footballistique particulier, le Maracana. Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par voir ce qu'en savent les Sénégalais avec ce micro-trottoir de Cheikh Diop. Le foot Maracana? Je ne le connais pas vraiment. Tu n'as jamais entendu parler de lui? J'en ai aucune idée. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois que je l'entends. Tu aimerais découvrir? Oui, j'aimerais bien le savoir quand même. Bon, c'est un sport qui est pratiqué un peu partout en Afrique, mais et c'est fait en salle. Bon, et je crois que nous avons goal. Il n'y a pas de goal. Et puis quoi encore. Voilà. Bon, le football maracana, ce que je connais dans le football maracana, bon, les dimanches, parfois les dimanches, bon. On se regroupe au terrain de Liberté 6, les vétérans, 35 ans, 40 ans et les jeunes. On organise un tournoi. Bon, des fois, les tournois là, on participe, chaque équipe participe. L'équipe qui gagne remporte le trophée. Mais on le fait dans le discipline, dans le calme. Apparemment, le stade brésilien de Rio de Janeiro est plus célèbre que l'un des derniers bébés du football. Pourtant, le Maracana, tout comme le football de plage beach soccer ou le football de salle futsal, est l'une des variantes du football qui se joue sur une aire de jeu réduite. Pour mieux le connaître et le comprendre, écoutons cette présentation de Oumou Kalsoumba. Le Maracana se dispute sur un terrain de jeu de 38 sur 21 mètres ou 44 mètres sur 22. Un match qui se dispute avec 6 joueurs par équipe au maximum et 4 au minimum. Dans tous les matchs, les remplacements peuvent aller jusqu'à 4. Une partie de Maracana se joue en 2 fois 20 minutes sans prolongation. En cas d'inégalité, l'on passe à une séance de tir au but qui s'exécute à partir du milieu de terrain sans le gardien. Dans ce sport, il n'est pas permis de modifier les caractéristiques de l'aire de jeu pendant le match. Toutefois, faute d'infrastructure, le Maracana peut se jouer sur un terrain de handball puisque cette discipline prend en compte le traçage d'un terrain de handball. Pour réglementer la pratique de cette discipline qui se joue en catégorie senior et vétéran, il existe la Confédération africaine de Maracana et la Fédération internationale de Maracana Association. Membre de ces deux entités associatives, le Sénégal a pris part à la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Ne soyez pas surpris, le Maracana a bel et bien sa Coupe d'Afrique, une compétition qui a vu le jour en 2012 en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs les éléphants qui sont les meilleurs d'Afrique avec leurs 3 titres. Pour atteindre le niveau de ses voisins, le Sénégal a déjà une structure associative. Son président Babassi fait le point sur la participation des Lions à la CAN et les perspectives du Maracana au Sénégal. Écoutons-le au micro de Cheikh Diop. Le football Maracana est une nouvelle discipline qui a vu le jour en Afrique. Depuis quelques années, il est pratiqué dans beaucoup de pays du continent. Le Sénégal n'est pas en reste. Babassi est le président de l'association sénégalaise de Maracana. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, puisque c'est un dérivé du football, donc il y a beaucoup de similitudes par rapport au football, sauf que le Maracana se joue sur un terrain de 44 mètres sur 22. Bon, c'est presque un terrain de handball, mais un peu plus. Et c'est un match qui regroupe 2 équipes de 6. C'est-à-dire que chaque équipe a 6 joueurs dans le terrain avec 4 remplaçants, mais interchangeables. Les matchs se jouent également pour 20 minutes, 10 minutes par temps, et ensuite il y a 5 minutes de repos, de pause avant la reprise. Babassi et ses camarades ont entrepris d'importantes démarches pour vulgariser ce type de sport au Sénégal. Bon, les perspectives, comme on a pu quand même aller répondre à l'invitation pour la dernière CAN qui a été organisée en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la 7e édition. Donc nous avons devant nous la 8e édition qui bientôt va être organisée en Guinée au mois de septembre 2019. Donc nous sommes là en train d'y travailler pour que véritablement la participation du Sénégal soit meilleure que celle que nous avons eue à Abidjan. Jusqu'à présent, le football maracana n'est pas très connu des Sénégalais. Malgré les nombreux efforts de l'association, le chemin reste encore long pour cette discipline qui se pratique un peu partout sur le continent. Discipline qui commence aussi à se développer au Sénégal et que nous espérons voir briller davantage lors des prochaines joutes continentales et mondiales. Aujourd'hui, c'était le Maracana. La semaine prochaine, une autre discipline et ce sera dans e-sport découverte sur e-radio. À mercredi pour une nouvelle excursion sportive.
Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. La revue de presse pour terminer. Ousmane Gueye. Amadou Ba passa aux aveux. Le ministre de l'économie reconnaît finalement que le Sénégal est confronté à une tension de trésorerie. Amadou Ba a fait son mea culpa, titre Sud Quotidien à sa une. Amadou Ba avoue et explique, écrit l'AS, tandis qu'Enquête choisit sobrement le temps des aveux. Depuis des semaines, voire des mois, des Sénégalais ont dit et répété que le Sénégal connaît des difficultés de trésorerie, mais ils ont toujours été voués aux gémonies par le régime de Macky Sall et ses soutiens, souligne le journal. Qu'est-ce qui a donc finalement décidé l'argentier du pays à reconnaître ce que tout le monde ou presque savait? Il a fallu que la Banque mondiale et avant elle le FMI disent la même chose pour que le ministre de l'économie se résolve enfin à reconnaître la vérité, explique l'auteur de l'article. Point de supputation, c'est désormais officiel, s'amuse Sud Quotidien. À sa page 4, on découvre que cette situation de tension, citant Amadou Ba, est causée par la hausse du prix du baril de pétrole de près de 80% et du cours du dollar non répercuté sur les prix du carburant et de l'électricité. Mais est-ce à dire que les finances du Sénégal sont dans le rouge, comme le soutient Mamadou Lamine Diallo dans la Tribune? En vérité, le trésor est asséché et c'est Macky Sall qui est responsable, accuse le parlementaire selon qui le chef de l'État a mal géré notre économie avec des investissements publics désordonnés et politiciens exécutés par des entreprises étrangères. Et à propos des étrangers, les sorties à répétition de nos présidents de la République dans les médias français sur des affaires internes relève-t-elle d'un complexe d'infériorité ou d'un mépris de la presse nationale? Question de El Hassan Sall dans la Tribune. La dernière sortie de Macky Sall dans l'Express montre, si besoin en est, que le pouvoir colonial continue de tenir la bride, mais seul son visage s'est fardé, regrette le confrère, pour qui c'est comme si l'opinion des Français était plus importante que celle des nationaux. Dans le secteur de la justice, certains dossiers plus importants que d'autres, grosses interrogations. L'Union des magistrats du Sénégal avoue ne pas comprendre. Dans l'affaire Betiochoun, par exemple, le président de l'UMS estime que le dossier des 16 Tiantakoun, qui attend depuis 6 ans, devrait être pris en charge depuis. Tout ce que je peux dire, c'est que les procédures judiciaires doivent être traitées avec célérité et impartialité, ajoute Souleymane Teliko dans Enquête. Enquête qui relaie ce mercredi l'appel de Diamra pour une clémence pour le jeune étudiant en mathématiques Ousseynou Diop. Poursuivi pour apologie du terrorisme, il a été arrêté au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo. La justice lui reprochant d'avoir glorifié l'assaut ayant visé les confrères français. Et en ce qui concerne Hassan Diouf, l'AS nous informe qu'il a saisi la CEDEAO en même temps que Cheikh Gadiaga pour détention arbitraire, mauvais traitement et violation de droits. À la une de Les Échos, les avocats de l'État du Sénégal qui font part de leur colère en cause des promesses jamais tenues de paiement de leurs honoraires, souligne le journal, tandis que Libération livre plus de précisions ce matin sur l'arrestation du chef d'agence de la BHS de Matam. Une véritable bamboula financière, indique Libération, qui fait état de 198 virements frauduleux, 95 pour sa sœur, 42 pour son copain et 61 pour sa copine. En sport, ce gros danger que pointe Record, les Lions du Sénégal transportés par les compagnies aériennes Seiba et Chronos, interdites en Europe. Avant le rappel des titres, cette information concernant l'ouvrier dont nous avons parlé tout à l'heure à Diamniadio, il a repris ses esprits, c'était juste une crise d'épilepsie. Détournement à l'agence de la BHS de Matam, 100 millions puisés des comptes des clients, le chef d'agence principal suspect, 9 personnes seront entendues par le procureur. Tension de trésorerie au Sénégal, l'option du gouvernement très critiquée par des économistes. Ils sont convaincus que le panier de la ménagère sera rattrapé tôt ou tard par la vérité des prix. Dans l'actualité judiciaire, le renvoi au 16 janvier prochain du procès en appel de Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz n'a pas comparu ce matin faute de convocation selon son avocat. Et puis, journée mondiale du diabète. Aujourd'hui, un taux de prévalence nationale de 3,4%. La maladie est plus citadine que rurale. Portrait dans ce midi, vous l'avez entendu, d'un diabétique, Cheikh Ndiaye, un ancien militaire. Il lutte contre le diabète depuis 3 ans. Le midi présenté par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Aliou Diassé, réalisation Antoine Diouf Bokar Alpha Kane. À 13h, Khibari à Khalifa Diakhaté, maa ngi lay nuyu Khalifa, et puis Salim To
qui annonce la paire Tonton Adassi Le Mouniol. Merci de nous avoir écoutés. Bon appétit et surtout pas de sucre. Et bon après-midi.